Bonjour à vous toutes et à vous tous. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant en géopolitique. Nous sommes le 10 octobre 2022. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucun mandat ni aucune considération ou somme d'argent de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, au lendemain de l'élection du 3 octobre 2022, Éric Duhem et le Parti conservateur, est-il vraiment un parti conservateur? Et surtout, à la lumière de l'élection de Giorgia Meloni en Italie, à la tête d'un mouvement conservateur. Voilà. Au lendemain de l'élection du 3 octobre, Éric Duhem se retrouve dans une situation relativement difficile avec 13% de l'électorat autour et aucune représentation à l'Assemblée nationale, ce qui le place dans une position de non-représentation, de non-représentativité de son électorat. Je vous ferai remarquer que le ministre de la Santé, Dubé, disait qu'il y avait environ 500 000 non-vaccinés au Québec, ce qui correspond à peu près au pourcentage de l'électorat du Parti conservateur de Éric Duhem. Donc, est-ce que ce serait le parti des non-vaccinés? Tout simplement. La question est soulevée. Maintenant, qu'est-ce que le Parti conservateur d'Éric Duhem? Éric Duhem l'a dit lui-même, c'est un libertarien. Alors, qu'est-ce que le mouvement libertarien? Ben, essentiellement, c'est un mouvement de résistance, si vous voulez, à la gauche autoritaire et à l'autoritarisme de l'État en général par rapport aux droits fondamentaux et par rapport à l'exercice des droits fondamentaux, surtout en matière de sexualité, n'est-ce pas? Et en matière de drogue. Lorsqu'on parle en matière de sexualité, évidemment, on parle des différentes orientations sexuelles possibles, ce que le mouvement libertarien défend bec et ongle, le droit à l'avortement et aussi le droit à l'euthanasie et le droit aussi fondamental par rapport aux drogues, la plus grande libéralisation possible, légalisation possible par rapport aux drogues. Donc, sur le plan de la morale et de l'éthique, le mouvement conservateur sous le leadership de Éric Duhem est un mouvement libertarien qui se rapproche beaucoup des libéraux fédéraux ou des libéraux provinciaux, quoique il faudra faire quelques nuances puisque Dominique Anglade a décidé d'adopter une approche autoritaire en matière de vaccination. Tout ça pour vous dire que le mouvement de Éric Duhem, ce qui le rapproche des conservateurs essentiellement, c'est l'intervention de l'État, la place de l'État, que sa philosophie, si vous voulez, politique, cherche à limiter, en quelque sorte, les interventions de l'État, à diminuer la taille de l'État, et à diminuer évidemment les taxes et l'impôt afin de permettre la plus grande liberté possible aux entreprises, au secteur privé, de façon à créer de l'emploi. Voilà. Donc, c'est la philosophie traditionnelle, au fond assez néolibérale, mais non interventionniste par rapport à une certaine approche davantage de gauche qui favorise l'intervention de l'État, la taxation, la création de programmes, etc. Donc, en résumé, la position de Éric Duhem, qui est la position libertarienne, c'est de favoriser la plus grande liberté possible en matière de sexualité, d'orientation sexuelle, d'avortement. Et évidemment, c'est un mouvement qui va favoriser l'euthanasie, les soins de fin de vie, tout cela relevant du choix de la personne qui décide de sa vie.
Et en matière économique, eh bien, en matière de drogue, dis-je, c'est aussi une approche très libérale qui favorise la décriminalisation. Et en matière économique, bien entendu, c'est la réduction de la taille de l'État, la diminution, évidemment, des taxes et des impôts. C'est en gros la position de Éric Duhem, selon ce que j'en comprends. Évidemment, cette approche qu'il définit comme conservatrice n'est pas conservatrice, puisque récemment, l'Italie nous a donné une leçon sur ce qu'est le conservatisme, avec l'élection de Giorgia Meloni comme première ministre d'Italie. Pour Giorgia Meloni, essentiellement, le conservatisme se résume à 3 paramètres importants: Dieu, la famille et la patrie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Dieu? Ça veut dire que la personne est faite à l'image de Dieu et qu'on ne peut y porter atteinte au début de la vie comme à la fin de la vie. Ce qui fait de l'avortement un crime, ce qui fait de l'euthanasie, des soins de fin de vie, de mourir dans la dignité, un crime. Donc, la personne humaine faite à l'image de Dieu est inviolable au sens de l'article 10 du Code civil, sauf qu'il y a beaucoup de bémols à cet article 10, si vous allez voir dans le Code civil. Sauf qu'en philosophie politique, le mouvement conservateur considère que la personne humaine est l'émanation, si vous voulez, de l'image de Dieu et donc est intouchable avant la naissance, depuis la conception, jusqu'à la fin de la vie. Ça, c'est la position très claire en matière de morale, ou de ce qu'on appelle aujourd'hui un peu l'éthique, entre guillemets. Donc, et en matière, évidemment, c'est simplement la première étape. Parce que la deuxième étape, évidemment, c'est la question des 10 commandements qu'on retrouve dans la Bible, n'est-ce pas? Les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse sur le mont Sinaï, dont le premier, évidemment, un seul Dieu, mais tu ne tueras point. Bon. Évidemment, et tous les autres commandements, vous pouvez vérifier sur Google, sont disponibles pour ceux qui ne les connaissent pas. Ensuite, il y a le sermon sur la montagne qui dit que tu dois traiter ton prochain comme toi-même, comme tu souhaites être traité. Donc, c'est le sermon sur la montagne, les 10 commandements, qui se rajoutent à cette idée de Dieu, ce concept de Dieu, qui est le fondement du judéo-christianisme et qui est aussi le fondement du mouvement conservateur. Ensuite suit la conséquence de cette foi. C'est la famille, la cellule familiale, qui est, un homme, une femme et des enfants qui forment ensemble la cellule familiale et qui est le modèle sociétal conservateur, qui est suivi par la suite, bien sûr, de cette idée de la patrie, c'est-à-dire du regroupement des familles qui forment ensemble la patrie. D'où ces 3 thèmes de Giorgia Meloni: Dieu, la famille, la patrie. Ça, c'est le conservatisme italien. C'est le conservatisme conforme à la tradition historique, philosophique. Et si on suit l'évolution, c'est ce qu'on cherche à préserver, les valeurs fondamentales, ce que l'on cherche à préserver. Il y a aussi un conservatisme britannique, inspiré que Winston Churchill a poussé de l'avant et qui consiste à créer des cabinets d'unité nationale. Donc, ce qui vient renforcer l'idée de la patrie, de l'unité nationale. C'est ce qui fait que, durant la guerre, il avait nommé Clément Attlee comme son ministre du Travail, Clément Attlee qui va le battre en 1945 aux élections pour former un gouvernement travailliste à l'époque. Donc, voilà, c'était une vision churchillienne à cette époque. Donc, grosso modo, les mots au Québec ne veulent pas dire ce qu'ils devraient dire et que, finalement, Éric Duhem n'est pas un conservateur. C'est un libertarien, tout comme Rand Paul aux États-Unis, tout comme l'était le père de Rand Paul. Donc, il faut comprendre qu'au Québec, on joue beaucoup avec les mots, n'est-ce pas? Dominique Anglade, qui est une libérale, en fait,
a agi avec tellement d'autoritarisme durant la pandémie qu'on peut comprendre qu'elle a adopté la position de Mackenzie King dans les années 30, qui était un grand admirateur d'Adolf Hitler, pour finalement se réveiller au début de la guerre et être mis un peu, si vous voulez, au banc par Roosevelt et Churchill, qui avaient bien vu que Mackenzie King frayait avec les Rockefeller, les Ford et les Edison de ce monde, qui étaient partis en guerre contre la syndicalisation de leurs ouvriers dans la foulée, si vous voulez, de la révolution de 1917. Donc, Mackenzie King avait adopté une approche très autoritariste. On peut dire que Dominique Anglade s'est inspiré de Mackenzie King avec son approche autoritaire par rapport à la vaccination. Voilà. Qu'elle aurait forcé ou mis en amende les non-vaccinés. On ne sait pas jusqu'où elle serait allée. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Et là-dessus, je vous invite à aimer ou à ne pas aimer et à commenter. N'hésitez pas, habituellement, je réponds si vous avez des questions. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.